Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix féminine incarnera le moi, tandis que la voix masculine représentera le je suis. Cette conversation, intitulée Mythos, a été réalisée le 23 juin 2021. Le sujet et le verbe, l'individu et son action, sont deux en un. Des jumeaux qui, même si chacun est unique, n'en restent pas moins des miroirs fonctionnels l'un de l'autre, comme un seul et même être. Ce qui est étonnant dans le paradoxe sujet-verbe, c'est que, appliqué à toute l'existence, il nous montre que la dualité n'est qu'un concept, une idée qui s'est matérialisée par commodité d'action, mais qui n'est pas un fondement réel dans l'univers subtil. Elle n'est fonctionnelle que dans l'univers physique. Ni le verbe ni le sujet n'existent, car tous deux ne sont que de simples facteurs créés à partir d'un seul agent, qui est les deux en un. Nous pourrions l'appeler puissance. C'est cette force qui attend de se manifester. Le potentiel que l'on possède repose inerte, dans l'attente d'une impulsion. Un battement. Et ce battement génère l'onde, dont l'action et la réaction forment ces crêtes et ces creux qui dessinent le sujet et son action en soi-même. Décrivant ses qualités dans l'amplitude de l'onde et son développement dans la longueur d'onde. L'être et son action sont les échos d'une onde qui présente différentes longueurs et amplitudes. La seule chose qui permet leur séparation est la possibilité d'étendre ce potentiel. Le potentiel se déploie à travers les ondes comme un rayon, une réaction en chaîne d'énergie qui s'étend en créant de l'énergie, pliant par sa vitesse les courbures des ondes, créant différents rythmes, lesquels, selon différentes harmonies, se multiplient en divers êtres et actions. C'est ainsi que nous pouvons faire l'expérience de différentes réalités à partir d'une seule, d'un même potentiel qui se lance vers divers objectifs. Et pour les atteindre, il devra s'adapter à différents mouvements. Chaque être qui émerge remplira une fonction spécifique par des actions concrètes, et celles-ci commenceront à s'améliorer d'elles-mêmes au fil du temps, à chaque action. Donc, nous sommes tous un seul et même être qui s'est projeté en deux choses distinctes, mais qui ne se sont jamais séparées. Elles renferment le même potentiel intérieur, mais sous des formes diverses. C'est ainsi que tu peux comprendre la création de tant d'êtres qui font partie d'une unité. Nous sommes tous un, divisés en millions. La mitose. On revient à la biologie ? Pour comprendre l'énergie géminienne qui vit dans chacune de nos cellules et qui constitue la logique de notre existence. Je comprends donc que si nous sommes tous les enfants de la dualité, la meilleure façon de la comprendre est de partir de la manière dont nous sommes formés. Le pouls de l'onde génère naturellement deux visions spatiales appelées crête et creux, qui se projettent dans deux positions temporelles que sont la longueur et l'amplitude. Le point médian d'équilibre s'appelle nœud, et c'est l'instant où la crête devient creux ou vice-versa. Les nœuds tracent une ligne dans l'espace-temps que nous pouvons appeler singularité, des moments neutres du mouvement constant, des points qui ne se définissent par aucune position, ni négative, vallée, ni positive, crête. Ainsi, ces points deviennent les moments de stabilité qui résument l'histoire d'un être sous tous ses aspects, et qui, une fois reliés, constituent l'essence. Tout le reste n'est que des aspects potentiels de cet être. Chaque action potentielle est enregistrée dans la singularité des nœuds. Cela me rappelle le réseau planétaire, dont les lignes ou arêtes sont des canaux d'information,
tandis que les nœuds ou sommets sont des points d'information. C'est exact. Cela signifie que les nœuds sont des instances d'échange d'informations, des unités à partir desquelles émergent deux options, l'une positive et l'autre négative, mais qui, en se répétant sans cesse, partagent des données qui se transmettent le long de la longueur d'onde, comme si chaque crête d'une onde répétait un motif antérieur qui oblige les creux à faire de même. Cette répétition de la longueur et de l'amplitude d'onde est ce que tu appelles un cycle, le karma ou un motif. Concrètement, le motif est la formation de structures similaires qui permettent le transfert de données. Bien sûr, car si une information potentielle est générée sous la forme d'un carré, il sera plus facile de répéter ce carré encore et encore pour que cette même information puisse être éternelle et ne pas perdre d'énergie à modifier la forme. Car si on le fait, des données peuvent être perdues. C'est exact, et cela nous amène à répéter les mêmes choses en essayant de conserver l'énergie. Ces schémas vibratoires font que les nœuds se replient sur eux-mêmes pour devenir des sommets donnant ainsi naissance à une figure géométrique. Oh, cela me vient à l'esprit comme si l'onde était une ligne dispersée, qui, cherchant à répéter le motif pour ne pas perdre d'énergie, s'organise sous la forme d'un ruban, de Mobius, et les nœuds de singularité deviennent alors les sommets d'un tétraèdre, par exemple. Très bien, c'est ainsi que s'organisent les particules qui finiront par former des atomes, et ces atomes deviendront de nouveaux nœuds dans une constante qui, en se repliant, formeront des molécules. Celles-ci, en se repliant, formeront des éléments chimiques qui produiront des minéraux. Ou la vie. Si les plis s'organisent de manière précise sans donner lieu à de modifications, si ce n'est pas une réaction chimique puissante, alors cette structure sera rigide, ce que tu appelles inorganique, en raison de son manque d'articulation. Mais si les liaisons sont subtiles et faciles à modeler, alors en résultera un autre type de structure appelée organique, plus souple, qui donnera naissance à la vie en biologique. Et ce repliement de molécules formera ce que nous appelons l'acide désoxyribonucléique, l'ADN. En raison de leur charge phosphorique, les liaisons positives et négatives se replieront sur elles-mêmes, créant un long ruban de Mobius, d'aspect spiralé qui formera une hélice tétraédrique. Ces hélices seront composées de différents éléments, connus sous les noms de guanine, adénine, thymine et cytosine. Les 4 éléments de la vie. Des bases azotées qui, selon leur combinaison, enregistreront des codes spécifiques à la manière d'équations algébriques qui permettront le développement des potentiels. L'ADN est donc comme cette onde qui contient le potentiel et qui, par la répétition de motifs, transmet ce potentiel à divers êtres. Et ces êtres seront les cellules. L'ADN se replie sur lui-même de telle manière qu'il forme une structure supérieure appelée chromosome, composée de protéines associées à l'acide désoxyribonucléique. Ce sont de longs fils entrelacés qui contiennent l'histoire enregistrée d'un être, un concept pour lequel il existe en grec deux mots similaires. Mythos, histoire, récit, légende, fil narratif, et mythose, fil, lien, tissu, brin. Ces structures se retrouvent dans ce que l'on appelle le noyau cellulaire, qui est entouré de cytoplasme, une structure composée de protéines et de tissus qui nourrissent la cellule et contiennent les organites remplissant diverses fonctions, telles que la reproduction de l'ADN, comme la ribosome, ou l'élimination des éléments inutiles, comme la lysosome, la mitochondrie, qui produit de l'énergie pour la cellule, et l'appareil de Golgi, qui synthétise des macromolécules telles que les lipides et les protéines. Tous les organes internes d'une cellule ont pour fonction première de maintenir l'information intacte et active afin de préserver l'intégrité de l'organisme plus vaste, l'être vivant. Chaque jour, la cellule se met en marche pour permettre la continuité de cette information stable au sein d'un corps. Elle remplit ainsi une fonction incroyable, multiplier l'information
et en réaliser des copies. Un peu comme nous le faisons en copiant des informations de notre téléphone vers un ordinateur, puis vers un disque, dur ou un serveur. C'est presque comme une chaîne de blocs qui se multiplie par millions, rendant impossible la perte, la suppression ou la modification de ces informations par quiconque. C'est exact. Ce processus s'appelle la mitose, du grec mythos, fil, filament, et osis, action de propulser, de former quelque chose. On l'appelle communément division cellulaire. Dans ce processus, la reproduction des cellules est asexuée et a pour but de répliquer les mêmes informations d'une cellule à l'autre. Donc, ce n'est pas ce qui donne naissance à un bébé, par exemple. Nous y viendrons. Tout d'abord, la reproduction asexuée n'existe pas, et la seule façon de transmettre des données vers la transcendance était la réplication de soi-même. C'est pourquoi les cellules ont mis au point un mécanisme de polarisation, au cours duquel deux noyaux se forment. Le processus global de division d'une cellule dure environ 16 heures, depuis le moment où l'ADN commence à se répliquer jusqu'à l'apparition de nouvelles cellules. Et pendant cette période, elle traverse différentes étapes. La première, appelée l'interphase, moment où l'ADN commence à se répliquer à l'identique afin d'assurer la transmission héréditaire de l'information, ce qui implique que les données doivent être exactement identiques. C'est à ce stade que les chromosomes se divisent en deux parties identiques, jumelles, un phénomène qui commence à se produire dans tous les organites de la cellule bien avant que celle-ci ne se divise. Deux exemplaires de chaque organite coexistent alors à l'intérieur de celle-ci. Vient ensuite la prophase, moment où la formation des nouveaux chromosomes identiques est achevée. Ceux-ci commencent alors à se déplacer vers les pôles, marquant le début de la formation de deux noyaux, un processus appelé prométaphase. À ce stade, les kinétochores, protéines qui attirent les chromosomes vers les extrémités, se lient aux microtubules, structure cellulaire, marquant ainsi le début de la métaphase, où l'on cherche à obtenir un alignement équilibré des deux parties, avant d'entamer le processus de division, qui débute lors de l'anaphase. Les microtubules détachés commencent alors à se replier sur le contenu cellulaire, se regroupant autour de nouveaux noyaux, ce qui entraîne la séparation des tissus cellulaires, donnant naissance à deux cellules identiques. Cette phase est la télophase, qui marque la fin du processus. Les deux noyaux se recouvrent alors des protéines de la cellule d'origine, ce qui donne lieu à la dernière phase de la division, la cytokinèse. Dans cette partie finale de la mitose, une couche contractée d'actine étrangle la membrane cellulaire jusqu'à la sectionner en deux, permettant ainsi à chaque cellule fille d'entamer son propre cycle de vie et de poursuivre sa multiplication interne. C'est ce qui permet au fil des années à nos organes de rester les mêmes, à nos visages de rester identiques. Mais pourquoi vieillissons-nous? Parce que si chaque cellule se multiplie tous les 16 heures, au fil des années, cette division s'accompagnera d'une certaine usure, comme si l'on réalisait toujours le même dessin, même en cherchant à ce qu'il soit identique. L'usure et l'épuisement du processus feront que la copie ne sera pas aussi exacte, ce qui fait qu'à terme, le mécanisme de la mitose commence à défaillir, rendant la copie de plus en plus irrégulière, perdant en élasticité et en fermeté. Et qu'en est-il des bébés? Autrement dit, si les cellules cherchent à se copier les unes les autres pour perdurer, pourquoi sommes-nous tous différents les uns des autres? Cela s'explique par la reproduction cellulaire sexuée. Au cours de l'évolution, on a découvert qu'il y avait plus de chances de survivre en partageant des expériences génétiques, ce qui améliorait la capacité d'adaptation des cellules à différents environnements. Comme tu me l'as expliqué un jour, lorsqu'un être de la montagne s'unit à un être de la mer, ils ont un enfant capable de s'adapter aussi bien à la montagne qu'à la mer, élargissant ainsi leur territoire. Exactement, c'est ainsi qu'apparaît la reproduction sexuée. Au lieu qu'une cellule se divise en deux, ce sont deux cellules qui s'unissent pour n'en former qu'une seule, afin d'entamer un processus de division très particulier appelé méiose. Méio vient du grec moins, petit,
et décrit le processus de division de choses plus petites ou différentes les unes des autres. Ce processus est effectué par les cellules des ovules et des spermatozoïdes. Il fait passer les cellules diploïdes normales à l'état haploïde, c'est-à-dire qu'au lieu de contenir l'intégralité du matériel génétique d'un être, elles deviennent simples et n'en contiennent que la moitié, une partie, qui sera complétée par la nouvelle cellule avec laquelle elles interagissent. Comme tu peux le constater, nous partons ici d'une base très différente de celle de la mitose. Ce sont donc deux matériels génétiques complètement différents qui vont interagir. Ce processus est très risqué au niveau moléculaire, car il implique que tous les composants soient acceptés lors de la copie et de la reproduction. Dans le cas contraire, une modification considérable pourrait survenir, ce qui serait contre-productif et entraînerait des malformations qui continueraient à se répliquer lors de la mitose. Oh, c'est pour cela qu'il y a des maladies congénitales. Exactement. Ce sont de mauvaises copies ou des copies spécifiques qui ne se sont pas manifestées chez les parents, mais qui, une fois copiées dans un nouvel être, se manifestent. Oh, je trouve cela fascinant. Ça l'est. La mitose et la méiose sont des processus qui permettent aux ondes de potentiel universel de devenir un être physique vivant. Ce qui est étonnant, c'est que chaque jour, ce processus de réplication se déroule en toi et te rappelle à chaque fois que tu te regardes dans le miroir, que tu es un écho du Créateur, une onde cosmique capable de se voir et de se reconnaître. En toi vivent les potentiels de ces premières expansions universelles. Tu es une bibliothèque vivante. Les annales akashiques ne sont pas seulement constituées de tes paroles, mais tu es toi-même constitué de ces annales. Je suis le produit des ondes qui se répètent, des données qui se transmettent dans l'univers. Tu es le produit de la loi du rythme, et à chaque battement du cœur, à chaque respiration, tu peux te souvenir de l'histoire de l'univers. La mitose te rappelle que tu es un livre dans la bibliothèque de l'existence. Quand tu m'as montré le symbole du je suis, tu m'as dit que les deux O représentaient la mitose et la méiose, la division cellulaire. C'est la visca piscis, vessie du poisson en latin, qui fait référence à un symbole très ancien de l'humanité décrivant l'union de toutes les forces pour créer la vie, le positif et le négatif, le masculin et le féminin, le soleil et la lune, donnant naissance à la graine en son sein, le vagin, l'œil qui voit tout, le poisson. Ces proportions mathématiques en font une structure sacrée, car la connexion de ces sommets forme deux tétraèdres unis, une Merkaba, au centre de laquelle se trouve le cœur divin, source de vie, pouls de l'existence. L'unité duale. Tu es une mitose constante, tu es l'écho de la divinité, souviens-t'en. Mon cœur fait résonner les échos de la création, et chaque jour, je multiplie ma connaissance en me nourrissant de nouvelles expériences pour transmettre ma sagesse. Le grand héritage, c'est ce qui se produit au cours de ta mitose et de ta méiose. Et il n'y a que deux voies pour maintenir et éveiller la conscience de l'univers, s'adapter ou transmettre l'information. Je mets toute mon intention à transmettre mon grand héritage depuis le cœur sacré. Nous sommes le produit du rythme. Bibliothèque universelle.